Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette 5e étape du Giro. Étape qui a été très animée, pour tout vous dire, j'enregistre, c'est 18h09 pour le moment. J'ai toujours pas le classement, mais là j'étais obligé d'enregistrer pour des problèmes d'upload, mais j'ai que le top 10 pour le moment de l'arrivée, donc c'est un petit peu le bordel. Je pense qu'on va avoir beaucoup de temps avant d'avoir le classement de cette étape, parce que c'est quasiment impossible de le faire. On reviendra là-dessus, puis on reviendra sur cette arrivée qui a été très très chaotique avec pas mal de chutes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu aujourd'hui, si vous avez peur pour certains coureurs qui sont tombés, si vous avez peut-être même des informations, parce que c'est vrai que moi j'enregistre, il va être 18h10, la vidéo sera uploadée à 21h. Forcément, certains auront des informations un peu plus tard, qu'on pourra peut-être en parler dans les commentaires. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pourrez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme, Formule 1, MotoGP, la présentation du Grand Prix de France, Formule 1, débrief du Grand Prix de Miami. Donc voilà, il y a plein de contenu sur la chaîne en ce moment, c'est un mois de mai très prolifique. Et puis quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez également rajouter toutes les notifications. Si vous avez les moyens, et seulement si vous avez les moyens, vous pouvez faire un super thanks pour soutenir la chaîne. EPS 2.0, ça c'est sur les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Amazon, Google, et puis TikTok également pour le débrief rapide juste après l'arrivée de l'étape. Étape numéro 5, étape qui a été très nerveuse avec des conditions climatiques qui étaient extrêmement compliquées. On a quand même un début de Giro pour l'instant très humide. Ça va avoir des conséquences sur la 3e semaine. Pour l'instant, on est quand même sur des conditions qui sont vraiment pas top. Demain, ça devrait pas être foufou, notamment sur le parcours. Je sais pas si à Gran Sasso Italia, c'est prévu qu'il fasse très beau. Mais pour l'instant, on est sur un début de Giro qui est très humide. Et vu la difficulté des étapes, encore une fois, de plats qui ne sont jamais plates, quasiment, ça va avoir des conséquences sur la 3e semaine. Vraiment. Il va y avoir des grosses craquades en 3e semaine, je pense. Si on continue à avoir des conditions climatiques aussi difficiles. 3 chutes dans les 7 derniers kilomètres. Ça, c'est pas la portion super fun aujourd'hui. Alors, la chute de Roglic... Enfin la chute où était impliqué Roglic, bon c'est des virages qui étaient très serrés, il fallait être placé à cet endroit-là. La chute Remco Evenepoel, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais je peux vous dire qu'il était très très énervé. Remco Evenepoel, je pense qu'il y a des petits soucis de communication du côté de la Soudal Quick-Step, parce que je reviendrai, on va parler de Remco Evenepoel un peu plus tard dans la vidéo, vous inquiétez pas, et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé hier, parce qu'on a eu des informations grâce aux commentaires qu'on a marqués, mais j'ai vu également les interviews supplémentaires sur ce qui s'est passé pour Remco Evenepoel hier et sur la gestion de l'équipe qui n'a pas été vraiment bonne. Si on rajoute à ça donc la chute de l'arrivée, on rajoute à ça la glisse de Pinot en début d'étape avec la première chute de Remco Evenepoel, ça fait beaucoup, plus la chute de la moto également non, c'était 25 km de l'arrivée. 25 km de l'arrivée, c'était quand il était sorti aux Ocarato. Ça fait quand même beaucoup pour une seule et même étape. Donc ouais, c'est vraiment une étape qui va laisser des traces. Déjà hier, on a roulé très vite, encore une fois à 43 de moyenne pendant les 2-3 premières heures, les 2 premières heures et demie de course. Ensuite, ça s'est calmé. Là déjà, ça a fait mal. Encore une étape sous la pluie en plus aujourd'hui. Certes, ça n'a pas roulé très vite parce qu'on était sur l'horaire le plus lent. Et puis heureusement, ça s'est activé en fin de journée parce que je me suis dit sinon la vidéo elle allait sortir à 22h30. Mais quand même, ça a été une étape assez animée. On va revenir sur le sprint. Alors déjà, on va revenir sur ce sprint tout d'abord. Moi, j'ai plusieurs questionnements qui viennent là. Alors là déjà aujourd'hui, je pense qu'au niveau du classement général, il y a un débat. Est-ce qu'on doit faire la règle des 3 km? Est-ce qu'on ne doit pas dire que c'est à 7 km au moment de la chute de Primož Roglic et mettre tout le monde dans le même temps? Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des circonstances exceptionnelles de course avec beaucoup de chutes. Je pense que c'est impossible de faire un classement à 3 km de l'arrivée. C'est impossible aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut, il faut remettre quasiment tout le monde dans le même chrono. Faire un point au moment de la première chute, la chute Primož Roglic, parce que de toute manière, on ne pourra pas faire un classement fiable.
avec le classement à 3 km de l'arrivée, même avec les transpondeurs. Il faut savoir qu'à 3 km de l'arrivée, il y a les transpondeurs, enfin c'est comme une ligne d'arrivée en fait, à 3 km. C'est-à-dire c'est comme une ligne de finale, à part qu'il n'y a pas de photo finish, mais tous les transpondeurs sont pris à ce moment-là. C'est comme ça fait partie des règles de l'UCI au niveau du World Tour. Sauf que là, entre les coureurs qui sont rentrés, les coureurs qui étaient lâchés, qui étaient peut-être pas encore revenus, c'est impossible de savoir qui était où à 3 km de l'arrivée. Moi, je peux pas vous dire, par exemple, Thibaut Pinot, je peux pas vous dire s'il était revenu. Moi, je pense qu'il n'était pas revenu, parce que je pense que Thibaut Pinot ne devait pas être placé dans les premiers sur une étape comme ça. Mais est-ce qu'il était dans le groupe Caden-Gross ? Je ne crois pas, mais est-ce qu'on peut en être sûr ? Non, vu qu'on ne l'a pas vu sur les images. Voilà, un cas par exemple de coureur, on ne sait pas où il était. Et il y a peut-être des coureurs de la Cofidis, par exemple, à un moment j'en voyais un parler avec Remco Evenepoel. Est-ce que celui-là a été impliqué dans la chute Remco Evenepoel ou est-ce que il s'est retrouvé avec Remco Evenepoel quand Remco Evenepoel est reparti, donc en fait il était à 4 minutes derrière. C'est impossible de savoir. Donc pour moi on doit faire un point à 7 km. Les coureurs qui étaient lâchés à 7 km, je pense que les commissaires les ont revus, ils n'étaient pas nombreux. Voilà, on peut pas faire un point à 3 km classiquement, c'est pas possible, on n'aura pas un classement fiable. Ou sinon, il va y avoir des surprises et il va y avoir des réclamations dans tous les sens. Donc pour moi, il faut qu'on prenne le classement à 7 km de l'arrivée. C'est pas, on est sur un cas exceptionnel. De temps en temps, quand on est sur des cas exceptionnels, il faut adapter la règle à la situation. Là, on est sur une situation exceptionnelle, il faut adapter la règle. Est-ce que ça veut dire qu'il faut arrêter les sprints sur les grands tours ou que c'est plus possible de faire des sprints? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on peut toujours faire des sprints, même dans des grandes villes, on peut faire des sprints. Par contre, il faut prendre des lieux qui soient adaptés au sprint. Et c'est là on revient au problème qu'on avait eu sur le Tour de Burgos l'année dernière, mais qu'on a eu sur d'autres courses. On a des arrivées qui ne conviennent pas la plupart du temps à un sprint. Là, excusez-moi, mais la ligne blanche, les deux lignes blanches là où Cavendish glisse, c'est incompréhensible qu'on ait fait un sprint à cet endroit-là. Pour moi, ces deux lignes blanches, il fallait les supprimer. Ce qui est faisable. Pour tout vous dire, en Formule 1, notamment sur le circuit de Melbourne, vous avez des lignes un peu partout, de lignes de bus, de lignes de partout. Et pendant le Grand Prix, on supprime énormément de lignes. Pas toutes, hein, mais on supprime des lignes importantes qui sont dans la trajectoire et sur la grille de départ, en remettant du goudron dessus. Vous remettez du goudron, ça devient déjà beaucoup moins glissant. C'est pas la solution miracle, hein. Mais déjà, si on n'a pas ces deux lignes blanches, je pense que le sprint, il est beaucoup moins dangereux. On aurait pu avoir une autre solution aussi, c'est au lieu de proposer, je crois qu'aujourd'hui, on avait 8 mètres de large. Les deux lignes blanches, elles sont sur un bord de la route. On rétrécit à 6 mètres 30. 6 mètres 30, ça reste encore faisable pour faire un sprint avec 6 mètres 30 de largeur de route. Et on peut faire un sprint de qualité avec 6 mètres 30 de largeur de route. On aurait pu rétrécir la route pour éviter qu'il y ait ces deux lignes blanches. Mais sur le Tour de France, par exemple, on modifie quelquefois le paysage urbain. C'est-à-dire que parfois, on enlève des ronds-points. Vous savez, ces ronds-points avec des pavés. Il y a ça assez souvent en France. Vous avez des pavés, il y a juste les panneaux qui sont foutus dessus, avec parfois il y a un lampadaire dessus. Et ben, moi, je me souviens que plusieurs fois, le Tour de France, on a supprimé les ronds-points. Parce que pour tout vous dire, je regarde tout le temps Google Maps pour l'arrivée sur les Tours de France, et des fois, je vois un rond-point, et puis je m'aperçois que... il est supprimé. C'était notamment l'étape de Noirmoutier. Il y a 2 ans, ils avaient supprimé les ronds-points. Normalement, il devait y avoir 4 ou 5 ronds-points dans le final. Ils avaient tous supprimé. Donc là, les deux lignes blanches, on pouvait faire des modifications. C'est juste que derrière, c'est ASO et que là, on est chez RCS. Donc au niveau organisation, c'est pas l'idéal. Moi, je ne comprends pas pourquoi on fait un sprint avec une ligne blanche. Puis comme l'année dernière, pourquoi on avait fait un sprint avec un dodan. Si on ne peut pas faire le sprint à cet endroit-là, je ne comprends pas pourquoi les organisateurs ne font pas ça. Ils disent, bon, grosso modo, il faut faire des sprints en ville pour avoir du public. D'accord ? On pourrait faire un sprint à un endroit donné, qui est sécurisé, qui est bien protégé, donc on aurait pu peut-être faire le sprint 500-600 mètres avant, et dire qu'on laisse une zone tampon d'après-course, au lieu qu'elle fasse 80 mètres, on l'a fait une zone tampon, une sorte de zone de parade pendant 1,5 km pour que les gens aient du public et voient les coureurs. On pourrait avoir ça aussi pour permettre aux gens d'arriver en ville. Pour tout vous dire, ce genre de zone de parade, c'était le cas sur les premiers Tours de France. Sur les premiers Tours de France, les arrivées d'étapes, elles n'étaient pas en ville. Quand on dit Paris, par exemple, l'étape, je sais pas, Nîmes-Bordeaux,
C'était le genre de parcours qu'on avait. On n'arrivait pas dans Bordeaux. On arrivait genre à 5-6 km de Bordeaux. Et les 5-6 derniers kilomètres, c'était des kilomètres neutralisés, des kilomètres un petit peu de parade. Parce qu'on savait qu'en ville, c'était juste pas possible de bloquer la circulation à l'époque. On pourrait refaire ce genre de choses. Mais pour ça, il faut avoir des idées. Là, excusez-moi de le dire, mais ce sprint-là, c'est juste pas possible d'avoir 2 lignes blanches comme ça, pile dans la trajectoire. Même si elles étaient en dehors de la trajectoire, d'avoir 2 lignes blanches sur le parcours, c'est juste plus possible. Et on est encore sur le souci d'avoir des mecs qui organisent des courses, mais qui sont pas foutus de se poser des questions sur est-ce que ça peut être dangereux pour un peloton professionnel ou est-ce que ça n'est pas dangereux pour un peloton professionnel. Si vous réfléchissez de cette manière-là, je peux vous dire que vous enlevez déjà au moins 50% des chutes sur la majorité des courses du calendrier. Sauf que les mecs qui organisent des courses, ils se posent pas cette question-là. Ils se posent pas la question de tiens, un faux plat descendant aujourd'hui à 5 km de l'arrivée, c'est juste hyper dangereux. Donc est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut arriver d'une autre manière? Ça, je pense que c'était pour le Tour de France et les dernières sur le Tour de France, le passage en faux plat descendant, peut-être qu'on aurait pu passer autrement. L'étape de Pontivy, par exemple, était une horreur en termes de parcours. Il y avait des routes qui étaient 3 fois plus larges. Et maintenant, on a utilisé les routes les plus petites du parcours presque. Alors que dans le coin, il y avait des routes beaucoup plus larges où c'était beaucoup moins dangereux. Bon, c'est après aux organisateurs à un moment de se poser les bonnes questions. Note de l'étape, j'ai décidé de mettre un 8 sur 20 aujourd'hui parce que beaucoup de chutes, parce que les 3 quarts de l'étape n'étaient pas forcément hyper intéressants. On a bien senti qu'il y avait un contre-coup par rapport à hier. Et ce qui est tout à fait normal, hein, on est sur 3 semaines de course, on peut pas tous les jours avoir une course de malade. Hier c'était plutôt pas mal, aujourd'hui c'était un peu moins bien, après ça reste mieux que les 2 derniers Grands Prix de Formule 1 que j'ai notés. Et puis les chutes forcément sur les 10 derniers kilomètres, on était un petit peu comme ça, parce que quand on voyait les routes, moi je me suis, pour tout vous dire, la chute de Roglic, je l'ai senti venir au virage d'avant. Le virage d'avant c'est un rond-point où on contourne, je sais pas pourquoi ils ont contourné tout par l'extérieur, le rond-point, et là je me suis dit, c'est bon, et il va y en avoir une, parce que je savais que l'arrivée était le long de la mer, je me suis dit, on n'est pas le long de la mer, donc ça veut dire qu'il y a un autre virage à genre 400-500 mètres, c'était le cas, et c'est dans l'autre virage où il y a une chute, je me suis dit, de toute façon, on est sûr qu'il y aura une chute dans le final. Mais moi, par exemple, là, il y a certaines personnes qui veulent modifier la règle des 3 km en la passant en règle des 5 km, des 10 derniers kilomètres. Ça fera la même chose. La règle des 3 km, pourquoi? Pour moi, elle est très bien. Pour moi, il ne faut pas la modifier, cette règle. Parce que, on va dire, on la met à 5 km, ça ne diminuera pas le nombre de chutes, je vous le dis tout de suite. C'est juste que la tension, au lieu qu'elle soit à 3 km de l'arrivée, elle sera à 5 km de l'arrivée. Et qu'on aura 5 km vraiment sous tension, encore plus peut-être. Mais ça ne diminuera pas les choses. Ça ne diminuera pas les chutes. Pour diminuer les chutes, c'est déjà au niveau parcours qu'il faut faire des modifications, au niveau barrière aussi, comme on a vu sur la chute Mats Pedersen, Dan Houle sur l'étape numéro 2, il y a une grande question aussi à se poser sur les barrières et sur les rétrécissements qui étaient très mal indiqués. Je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Mais bon, il faudrait pour ça que l'UCI veuille taper sur les organisateurs de courses. Et autant vous dire que l'UCI, il préfère taper sur pas grand monde depuis quelques temps, surtout quand tu vois David Lapartien faire des photos avec Miguel André Lopez sur une course, je crois que c'était au Paraguay. C'est bien ça pour l'image du cyclisme. Ou quand tu vois l'affaire Zaf Cycling du côté du cyclisme féminin, tu te dis, bon, l'UCI en ce moment, ils n'interviennent pas sur grand chose. Là, parce que très clairement, il y a un moment, il faudrait taper sur les doigts des organisateurs. RCS, ça fait depuis des années que c'est mal organisé. Moi, j'ai jamais vu, à part l'année dernière presque, j'ai jamais vu un Giro très bien organisé. Il y a toujours un problème sur le Giro. Voilà, là c'est l'étape du jour, mais bon, on voit pas autant de soucis, excusez-moi, sur le Tour de France. On voit pas autant de soucis. Il n'y a pas que le Tour de France en passant, hein, il y a d'autres courses qui sont bien organisées aujourd'hui dans le calendrier. On n'a pas ce type de soucis. Et vous avez des courses dans le calendrier où c'est tout le temps une catastrophe. Bon, voilà, il y a un moment, il faudrait peut-être sanctionner ces organisateurs de courses-là, sauf que l'UCI les sanctionnera jamais parce que ils ont la peur de la fin du Pro Tour. Voilà. Ils ont la peur de cette scission qu'il y a eu entre les organisateurs et l'UCI entre 2007 et 2008. Et donc depuis 2008, on ne tape plus sur la tête des organisateurs. Oui, ce qui fait que les courses sont de moins en moins bien organisées quand même, je trouve. Hein.
Même le Tour de France, par exemple, l'étape de Pontivy, je pense qu'il y a 10 ans, elle n'aurait même pas existé. Il y a un moment, il va falloir quand même se poser les bonnes questions. On passe tout de suite au bilan des Bleus. Bilan des Bleus rapide ce soir, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Alors, il y a eu l'abandon de Rémi Rochas. Je voulais juste faire un point sur Thibaut Pinot. Du côté de Thibaut Pinot, et bonne journée encore, parce que il prend des points pour ce classement du maillot bleu, sans faire encore une fois trop d'efforts. Bon, je me répète un petit peu des derniers jours, mais quand vous regardez ce classement du maillot bleu, eh bien, il a désormais 40 points, pardon. Dans ce classement, je ne vais pas retrouver le classement de la montagne. Voilà, il a 40 points, ce qui fait qu'il a 14 points d'avance sur le coureur de la traite Gebrselassie, quelques points d'avance également sur Paré-Peintre. Alors 40 points, vous allez me dire, c'est beaucoup. C'est pas tant que ça, 40 points, parce qu'en fait, ça doit être 2 premières catégories, un truc comme ça au niveau du barème. C'est peut-être même moins. Au niveau du barème du Giro, on va le regarder tout de suite. Barème montagne. Giro 2023, hop, je vous le fais en direct. Le barème des points pour les premières catégories, en sachant qu'il y aura des points bonus également pour certains classements. Donc le Chimascopi, c'est 50 points. Et oui, en première catégorie, c'est 40 points pour celui qui le remporte. En sachant que sur le Giro, il y a beaucoup d'écart entre le premier et le deuxième d'un classement de la montagne, enfin d'un classement de la montagne, d'un grimpeur, voilà. Parce que le premier, sur la première catégorie, il prend 40 points, le deuxième, il n'en prend que 18. Sur le Tour de France, c'est beaucoup plus équilibré, on va dire, en termes de points. Mais ça montre que, voilà, ça va... C'est bien, mais c'est loin d'être fini pour ce classement du maillot bleu. Mais au moins, il pourra voir venir peut-être à Grande Sasso vendredi. Oui, ça sera vendredi sur cette étape-là. Si vous avez un Remco Evenepoel ou un autre coureur de ce type, ou un Goggenhardt qui s'impose, bon voilà, il ne sera pas loin au classement général de ce maillot de la montagne. Et puis bon, il a l'air de s'amuser avec Buitrago, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, des points marqués pour Thibaut Pinot, c'est plutôt bien. Le petit flop du jour, c'est Arkea. Déjà parce que aucun coureur n'est dans le top 10 à l'arrivée, alors qu'ils étaient vraiment bien dans le groupe. Ils avaient bien évité les chutes jusqu'à la dernière chute. L'information d'Arkea, c'est une information Twitter qui est sortie il y a une vingtaine de minutes. On nous dit que David Decker a pu se relever, il a rejoint le bus, comme Alan Rioux, Warren Barguil. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, des fois, vous avez des douleurs qui se réveillent au bout d'un jour, au bout de 2 jours. Pour Warren Barguil, c'est sûr qu'il avait déjà moyennement le moral, je pense, sur ce Giro. Ça ne va pas améliorer sa situation pour Warren Barguil. Donc voilà, pour Arkea... Pour l'instant, on a ces informations-là. Je vous précise qu'il est 18h27, j'ai toujours qu'un top 10 au niveau du classement général, donc c'est formidable. La vitesse d'exécution des organisateurs du Giro, elle est vraiment comme ça. C'est vraiment formidable de travailler dans ces conditions-là. Bon, on continue tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou. Premier coureur au top aujourd'hui, c'est Caden Groves qui a fait une très belle arrivée. Très belle arrivée de Caden Groves parce que c'était vraiment pas évident aujourd'hui. Déjà parce que lui il est ralenti par la chute Roglic, parce que c'est un de ses équipiers qui tombe dans le virage sur la droite. Donc à ce moment-là, il perd beaucoup de temps. Ils sont obligés de revenir, mais c'est quand même pas évident de revenir. Il arrive à revenir, à se replacer devant assez vite, mais pas de chance pour lui. À 1 km de l'arrivée, il est deuxième coureur dans la file. C'est-à-dire qu'il décide de se mettre dans la file des DSM, mais il est deuxième. À 1 km de l'arrivée, normalement, quand tu es deuxième, tu es dans la merde. Sauf qu'il va avoir la bonne idée, c'est de temporiser un petit peu. Sauf que je me dis à ce moment-là, il va temporiser, il va falloir qu'il remette des gaz après pour faire le sprint. Ça va être compliqué. Sauf qu'il a réussi à le faire, Caden Groves. Et je trouve que ce sprint-là, il est assez magnifique. Il a montré un petit peu dans les écoles de cyclisme
En termes d'analyse, je trouve ce sprint parce que Caden Groves, il a fait tout ce qu'il fallait faire quand tu te retrouves un peu trop tôt devant et que tu n'as plus d'équipier. Et je trouve qu'il a fait vraiment le bon travail. Le replacement également de Alpecin, dès qu'ils reviennent dans le premier groupe, ils se replacent tout de suite dans les premières positions. Je trouve que ça a été très très bien fait du côté d'Alpecin et Caden Groves a ensuite très belle performance au niveau de son sprint. Vainqueur sur 2 grands tours sur les 3, il ne manque plus que le Tour de France à Caden Groves. Bon, certes, il a que 2 victoires sur les grands tours, mais il s'en sort bien. Là, je trouve qu'aujourd'hui, il a fait un bon sprint et c'est plutôt une bonne nouvelle pour lui également pour le classement du maillot cyclamen. On fera un petit point du classement du maillot cyclamen juste après parce qu'on va continuer avec Jonathan Milan. Très belle étape également de Jonathan Milan, moins bien emmené, notamment par Pasqualone, mais moi j'ai toujours trouvé que Pasqualone n'emmenait pas super bien les sprints, notamment pour Alexander Kristoff. J'ai toujours trouvé que Pasqualone c'était pas un bon poisson pilote. Là je l'ai entendu une interview sur Eurosport où il disait oui c'est un travail où j'ai appris à l'apprécier, à le faire correctement. Moi je trouve qu'il le fait toujours pas bien, hein. Je sais, il faudra lui dire peut-être. Je trouve qu'il s'occupe pas assez de son sprinter. C'est vraiment un coureur qui est un ancien sprinter 1. Donc ça, c'est toujours compliqué pour ces mecs-là de devenir poisson pilote. Il y a peu de sprinters numéro 1 qui sont devenus des bons poissons pilotes dans l'histoire. Parce qu'il faut s'occuper des coureurs derrière toi et c'est vraiment pas évident dans ce genre de situation. Mais Jonathan Milan, malgré le fait qu'il n'était pas énormément aidé, malgré le fait que il n'est pas super bien placé au tout début. Il a anticipé un peu le sprint. Quand on regarde, il part un petit peu avant tout le monde. C'est sa force aussi de pouvoir faire des sprints longs. Et puis ensuite, quand il développe les watts, ça va très très fort pour Jonathan Milan. Et il se place pour le maillot cyclamen. C'est là où je vais revenir sur mon maillot cyclamen. C'est qu'il a certes qu'un point d'avance sur Caden Groves, mais qu'ils ont toujours une quarantaine de points, petite quarantaine de points, plutôt 35 d'avance sur Pedersen. Et ça, c'est intéressant parce que Pedersen, pour le moment, c'est le coureur dangereux pour ce classement du maillot cyclamen. Mais Caden Groves, je suis pas sûr qu'il prenne beaucoup de points dans les étapes vallonnées. Donc Milan, il va falloir s'en méfier quand même, parce que lui, il est capable de passer, pourquoi pas, les bosses, et ça peut devenir un objectif, surtout que chez Bahreïn Victorious, Caruso, pour le moment, c'est pas fou. Jack Haig, pour le moment, voilà, c'est des coureurs qui n'ont pas fait un très bon premier contre-la-montre. Donc ça peut devenir un objectif pour la Bahreïn Victorious, ce maillot-là, et si tu te retrouves à avoir Caruso qui t'aide, et avoir d'autres coureurs, je pense à Rachiro également qui peut rouler le matin, ça peut être intéressant sur certaines étapes, surtout en deuxième partie de Giro. Donc pour l'instant, je trouve que les voyants sont plutôt ouverts pour Jonathan Milan. Et puis je termine avec Nicolas Dalla Valle qui finit 6e derrière Cavendish. Alors, je peux vous dire que Cavendish, je pense qu'au niveau des quadriceps, ça doit grincer ce soir, puisque la récupération du vélo après avoir glissé sur la bande blanche, elle doit faire mal aux cuisses. Celle-là, il nous a fait une Grégory Boger, pour ceux qui se souviennent sur la piste. Et Grégory Boger, Kevin Siro, finale des championnats du monde de cyclisme sur piste. Datée de 2009, cette affaire-là. Kevin Siro qui était du Cher, pour ceux qui ne sauraient pas. Très beau département. Et du côté de Boger, les deux se rentrent dedans. Je crois que c'est Kevin Siro qui quitte sa ligne au moment du sprint. Finale de vitesse. Grégory Boger récupère le vélo, mais d'une manière formidable. Vraiment, là, c'est de l'artistique. Et Cavendish, il nous a fait un petit peu une Grégory Boger. Je reviens sur Nicolas Dalla Valle de la Coratec. Très belle perf du côté du coureur de la Coratec. Alors, c'est presque dommageable parce qu'il finit 6e de l'étape. Là, on marque des faux points UCI, donc c'est pour ça que c'est une connerie. Ce qui lui permet quand même de prendre 45 points UCI. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour son équipe parce que c'est vraiment bien. Et puis, je trouve que la Coratec fait un bon début de Giro, que ça soit avec Gandin, le coureur qui est pour le moment en tête au niveau des sprints bonification, des Lenter Giro. Gandin, voilà, l'italien. Lui aussi qui fait du bon travail, Nicolas Dalla Valle, pour une équipe qui n'a pas un effectif exceptionnel, parce que c'est pas un grand effectif qu'a la Coratec. Quand on regarde, ils ont des coureurs intéressants sur le sprint, mais ça reste compliqué quand même. Je trouve que Dalla Valle, il a fait vraiment un très très bon sprint, et c'est bien pour un coureur comme Nicolas Dalla Valle, parce que c'est un coureur qui a
qui n'a pas forcément pour le moment une carrière exceptionnelle, qui n'a pas gagné encore de course chez les professionnels d'Ala Valley, mais voilà, je trouve que chez la Coratec pour le moment c'est vraiment bien ce qu'il fait. 7e du Trofeo Porec par exemple, 6e de la deuxième étape du Belgrade Banja Luka, 3e du circuit del Porto. Il était présent également sur le Tour du Jura cycliste, je crois qu'il était dans l'échappée, je crois me souvenir, sur le Tour du Jura. Donc voilà, il fait vraiment des très très bonnes choses pour le moment d'Ala Valley. C'est intéressant pour lui de se montrer dans cette équipe, parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile. Lui, il était à la Bardiani, il a dû revenir dans une équipe continentale. En Italie, quand tu es dans les équipes continentales, t'es pas payé bien cher. Pour ensuite aller chez Coratec, ouais, c'est pas une carrière évidente. Et là, je trouve que c'est plutôt une belle performance pour Dalla Valle. Donc on verra si ça va continuer pour le coureur de l'équipe italienne. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, je commence avec Remco Evenepoel. La journée de la poisse aujourd'hui pour Remco Evenepoel, et c'est pas une journée qui va être sans conséquences pour le coureur belge. Journée de la poisse, première chute, il n'en est absolument pas responsable. Bon, je l'ai déjà dit plus d'une fois, mais un chien, ça n'a rien à faire sur le bord de la route d'une course cycliste. Et encore une fois, même un chien avec une laisse, voilà, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que le chien va être apeuré par la course. Ça n'a aucun intérêt. Donc si vous pouvez pas faire garder votre chien, vous regardez la course à la télé, voilà. Mais bon, sinon vous prenez pas de chien, voilà. Si vous pouvez pas vous en occuper correctement, vous prenez pas d'animaux. Mais là, je trouve que c'est une prise de risque pour les coureurs, mais aussi pour le chien, parce que je peux vous dire qu'il a pris un... Voilà, il pense qu'il doit avoir un petit peu mal le chien, et puis il doit être apeuré, et puis il doit être bien traumatisé par ce genre de choses. Donc je pense que quand on fait ce genre de choses, surtout quand il n'y a pas de laisse, je pense que l'amour des animaux, il est moyenasse, et l'amour du cyclisme, il n'est pas top non plus. Derrière, la deuxième chute, bon, c'est une erreur de sa part, une faute d'inattention, mais j'ai l'impression que c'est encore dû à la direction sportive. Et c'est là on va revenir sur un point que je voulais signaler aujourd'hui. Parce qu'on a l'impression quand même qu'on lui parle dans l'oreillette. Alors je sais pas ce qu'on lui dit dans l'oreillette, si on lui dit le groupe Roglic est revenu, si on lui dit de se relever. Mais c'est très bizarre son comportement juste après ce message dans l'oreillette, et il va tomber presque 2-3 secondes après en étant complètement déconcentré. Donc je sais pas ce qu'on lui a dit à ce moment-là, mais après il était très très énervé envers sa direction sportive. Ça m'a rappelé la fois où il était énervé contre le patron de la course du Tour de San Juan après la première étape, mais là il était très 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 énervé, vraiment en colère. Remco Evenepoel, et je me dis jusqu'à quel point c'était la direction sportive qui lui a donné un message de se relever, alors qu'il fallait pas se relever à ce moment-là. Et dans ce cas-là, c'est une grosse erreur de la direction sportive. Surtout que je pense que quand l'arrivée est aussi tendue que ça, je pense qu'il faut limiter les communications au strict minimum, parce qu'on sait très bien que quand on parle à un coureur, l'attention de ce coureur va être moins importante. Forcément, quand on vous parle, vous êtes obligé d'écouter un petit peu les consignes qu'on vous donne. Forcément, vous êtes moins attentif. C'est le principe du kit main libre dans la voiture, qui est interdit désormais en France. Ou le principe de la radio en moto. Ça fait depuis des années qu'on nous fait des tests sur la radio en moto, et qu'il n'y a rien pour le moment qui se produit, parce qu'on a peur que ça diminue l'attention des pilotes. Et là, je pense que c'est une erreur de la direction de son équipe. Mais déjà hier, quand j'apprends quand même que Louis Vervaeke savait pas que Remco Evenepoel était tout seul, je me dis... Putain, on est dans quel style d'équipe là ? Je sais pas, mais moi je pensais qu'hier, Louis Vervaeke était pas dans un grand jour. Non, il s'est relevé, Louis Vervaeke. Mais on lui a dit, on m'a pas dit que Remco il était tout seul. Si on m'avait dit que Remco il était tout seul, bien entendu, je me serais pas relevé. Il y a des gros soucis de communication quand même pour le moment dans cette équipe. Il y a encore 2 semaines à faire. Il va falloir redresser la barre très vite quand même au niveau de la direction sportive de la Soudal Quick-Step, parce que sinon ça va être compliqué, et je suis pas sûr que Remco il soit très content à la fin de la course si ça se passe de cette manière. Donc vraiment je trouve que c'est beaucoup d'erreurs du côté de la direction sportive de la Soudal Quick-Step.
Mais bon, ça montre encore une fois que cette équipe n'a pas l'habitude. On parlait d'AG2R il y a quelques temps, où je parlais que AG2R, ils n'ont pas la tradition des classiques. Oui, mais Soudal Quickstep, ils n'ont pas vraiment la tradition des grands tours non plus. Donc il faut découvrir cette tradition-là et forcément ça passe par des erreurs. Et là, c'est vrai qu'ils en ont commis pas mal depuis 2-3 jours et c'est pas top pour lui, pour Remco. Et puis là, les deux chutes, on le dit toujours, une chute n'est jamais anodine. Donc même si il n'y a pas de choc physique, on va dire. Et si c'est des brûlures, des choses comme ça peut être inquiétant. Et puis la dernière fois, il était tombé. 2 jours après, il avait eu un coup de moins bien. Là, dans 2 jours, c'est une étape où il ne faut pas avoir de coup de moins bien. Donc on espère que ce n'est pas ce qui va lui arriver à Remco. Mais forcément, ce n'était pas une bonne journée aujourd'hui pour Remco et pour sa formation. Je poursuis avec Roglic. Alors vous allez me dire, t'es sévère, il est rentré dans le peloton, Roglic, voilà, la chute, elle n'est pas trop grave pour le coureur slovène. Oui, mais je trouve quand même que on a vu encore la faiblesse de son équipe. Hier, on m'a dit, Ineos, UAE, Bora, ils ont montré la force de leur équipe. Et on m'a dit également les Jumbo. Je suis pas d'accord avec ça. Oui, il y a des équipes qui ont montré qu'ils étaient solides. Ineos, ils ont montré qu'ils étaient solides. Bora, Bahreïn, oui. UAE, un petit peu. Mais Jumbo, il y en avait que 2 hier dans le peloton de devant. Il n'y avait que Sepkus, Roglic. Pour le moment, des coéquipiers de Roglic. Celui qu'on voit, c'est Sepkus. Pour le moment, il y en a quand même beaucoup. Je pense Juan Denis, Thomas Glog. Pour le moment, ils ne sont pas au niveau, ce qui est assez normal. Ils n'étaient pas prévus au départ sur cette course. Mais c'est inquiétant. Là, on a vu aussi encore aujourd'hui que Roglic, il doit se débrouiller seul pour revenir dans le groupe de tête. Il doit se débrouiller seul avec Benelli, mais Benelli n'est pas un équipier. Il n'a pas d'équipier pour l'aider. Ou pas suffisamment fort pour l'aider, du moins. C'est quand même pas très rassurant sur la qualité de l'effectif autour de Primož Roglic. Je trouve qu'en plus, il bouffe un petit peu de vent. Là, aujourd'hui, je trouve qu'il a mangé un petit peu de vent par rapport à d'autres coureurs. Plus la chute à cette borne de l'arrivée où il n'était pas super bien placé. Peut-être aussi un peu une appréhension sous la pluie parce qu'il s'en est tapé, lui, des gamelles sous la pluie dans sa carrière. Oui, c'est une étape aussi pas top. C'est-à-dire que Remco Evenepoel n'a pas passé une bonne journée, mais Roglic, il n'a pas passé une meilleure journée. Je dirais que c'est Ineos qui n'a pas passé une journée trop difficile aujourd'hui. Parce que même UAE, je suis pas sûr que chez UAE, on était pas mal placé non plus. Almeida, je ne l'ai pas vu dans le premier groupe. Alors après, je me suis peut-être trompé, mais moi, je l'ai pas vu à ce moment-là. Mais après, c'était compliqué parce qu'avec les tenues chez UAE de pluie, je crois qu'elles sont noires, donc peut-être que je les ai pas repérées. J'ai pas l'impression qu'il y avait Almeida bien placé dans le final. Et du côté de Roglic, oui, c'est pas une très très bonne journée, je trouve. C'est pas une journée très reposante sur la fin de journée de Roglic. Donc là aussi, pas une journée top. Et puis je termine avec un dernier coureur, c'est Michael Matthews. Dommage aujourd'hui du côté de Michael Matthews, il y avait des points à prendre. Le sprint était en petit comité, tu pouvais prendre des points pour le classement du maillot par point, et tu prends pas de points et tu prends du retard par rapport à tes adversaires dans ce classement. Et ça, c'est pas forcément une super idée, voilà, de prendre du retard dans ce genre de situation. Parce que oui, prendre 40 points, 50 points de retard, les classements sont pas si prolifiques que ça en termes de points. Au niveau des sprints, donc pour Michael Matthews, là il y avait vraiment de quoi faire, une 10e place. Bon voilà, c'est un petit peu raté et parce qu'il n'était pas très bien placé en termes du sprint, il était très très loin. Je pense que son équipe s'est un peu ratée à l'amorce du sprint, donc il commence le sprint, il est super loin, il tente de passer par l'extérieur, mais il y avait vraiment une trajectoire qui était plus courte qu'une autre aujourd'hui, il fallait vraiment être à l'intérieur. Et on voit Caden Groves il est à l'intérieur, Jonathan Milan il est à l'intérieur. Et tous les mecs qui étaient un peu à l'extérieur, je pense Cavendish qui était à l'extérieur, je pense Matthews qui était à l'extérieur également, ils ont tous eu un sprint compliqué et Matthews il était complètement à l'extérieur, je pense Decker également qui était complètement à l'extérieur et forcément c'est pas un bon sprint pour Matthews et ça fait prendre des points de retard au niveau du maillot cyclamen qui reste quand même, je pense, un objectif majeur pour Michael Matthews, donc un petit peu décevant aujourd'hui pour le coureur australien.
Eh bien, nous avons fait le tour de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Et puis nous, on se retrouve donc demain, 7h, présentation de l'étape numéro 6, autour de Naples. Débrief demain 21h sur YouTube, à 17h sur TikTok. Et puis n'hésitez pas à aller voir le contenu autre sur la chaîne. Allez voir également les petits sondages dans l'onglet communauté. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. J'ai oublié le sondage d'hier. Je vous le fais rapidement. Je vous le montre pas à l'image. Le sondage d'hier. Pardon. Enfin, le sondage de ce matin. Non, c'était hier, pardon. Quand Andreas Leknesund va perdre le maillot rose. Avant le contre-la-montre, 31%. Pendant l'étape 9 du contre-la-montre, 61%. Et pas avant Crans-Montana, 8%. Voilà, 158 personnes où vous avez été à voter. Donc voilà, c'est toujours très intéressant pour ces sondages. Donc il y aura un sondage ce soir, hein, vous inquiétez pas. Je vais trouver de quoi faire un sondage ce soir et puis demain matin parce que en fait je me suis aperçu que hier, que ce matin j'ai oublié de vous marquer un sondage, de le programmer. Donc on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Production. Ciao ciao.